je trouve que les artworks de chapitres sont les plus beaux dans ce livre. Merci pour le tout petit train live que vous avez fait, merci beaucoup. Je trouve vraiment que les artworks sont vraiment très 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 beaux pour ce livre. Franchement, le Quick Coupe Tête, qui est un personnage que je déteste, hein, je n'aime pas du tout ce personnage. Skaven, il n'y a rien qui m'intéresse véritablement. Du genre, je dis, ah ouais, je le veux absolument, il est trop beau, etc. Je trouve qu'il est d'une classitude folle. Et juste pour le rappel, hein, que vous le revoyez, mais je trouve que vraiment les artworks de chapitres, regardez Skrolk par exemple aussi, je le trouve vraiment, vraiment classe. Truc qui m'énerve dans Total Warhammer 3. Oui, c'est normal. C'est magnifique, ma chérie. Tout à fait. Donc voilà, ça c'était la petite. Voilà, c'était ma pensée positive pour les Skaven ce soir. Merci le Grimbo, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Je suis là ce soir tout juste pour voir du nain ramasser en pleine gueule. Ah là, oui, là ce soir. On aurait préféré Bellegarde. J'avoue, hein, Quentin, qu'on aurait préféré un super bel artwork de Bellegarde, mais il ne se contentera que de quelques petits dessins dans le livre. Et la fin des temps a permis les meilleures illustrations de tout battle. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, car je dirais quand même que la tempête du chaos, à l'époque déjà, nous donnait des artworks de fous furieux. Mais c'est vrai que hein, la bataille du vortex final des hauts elfes, la bataille d'Aldor, c'est vrai qu'elles sont belles, mais j'ai un petit attachement pour la tempête du chaos. Les seuls qui étaient vraiment payés dans la fin des temps, ça devait être les illustrateurs. Ouais, je pense, hein, vraiment. Salut Danaris. Il y avait le dessin de la bataille d'Aldor. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Voilà. C'est l'un des classes. Bref. Le spin paint comme ça, ça rend bien la sauvagerie. Ah mais je trouve vraiment. Hein, même le Karl Franz est magnifique. Malekith, je le trouve sympa. Tyrion, il est superbe. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Gelt aussi qui était représenté. On avait Manfred, on avait Neferata. Celui de Neferata est ultra classe aussi. J'aime beaucoup celui d'Arkane, bien sûr. Celui de Nagash, bien évidemment. Non, on a eu vraiment des très très beaux, hein, des artworks de chapitres. Je pense que c'est les plus beaux dessins, même au-delà des grandes scènes de bataille, etc. Parce que tu sens qu'ils ont appuyé le détail, quoi. On les trouve en 4K sur ArtStation. Ah, c'est vrai? Eh ben, envoie-moi le lien en privé sur le Discord, s'il te plaît, Adam. J'ai des illustres à faire. Et parce que là, vous reconnaissez bien que ce sont les pages du livre, hein, que je photographie, parce que je suis feignant. Salut Pépé Yarrick, bonsoir. Ils ont passé tout le budget dans les artworks. Ah, c'est souvent ça. Envoie-le pas en privé, le lien. Hein. Mais si. Vous le sentez qui repousse l'inévitable? Oui. Tu m'as découvert avec ta genre. Triste nuit ce soir, nous ne passerons pas la nuit. Ah là là, vous êtes tous dépressifs. On peut finir le live là? Allez, et ben voilà. Les nains sont tous en vie, les Skaven sont morts. Merci à tous. Ciao! Malheureusement, c'est faux. C'était bien, hein, c'était bien. Non, malheureusement, non. Ah oui, merde, j'ai oublié. J'aurais dû mettre ça, Spawn. Cependant. Ah oui, j'ai oublié le cependant. Petit live on. J'avais oublié le cependant. Fun fact, c'est depuis le temps des malheurs que aucune forteresse naine n'est tombée. Oui. Oui. C'est rigolo, c'est fun, comme on dit, voilà, c'est fun. Mon siège de roue de la mort en poil de barbe de Dawiz. Donc, ce soir, je vais vous parler du 13e chapitre. Donc en 10 000 ans. C'est le temps des malheurs, non, c'est pas 10 000 ans. Non, il y a... Non, je raconte, c'est n'importe quoi. Il y a plein de forteresses naines qui sont tombées depuis les guerres gobelines, par exemple. Il y a combien en tout? Bon, combien on tombe en 6 mois? Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, ce soir, on va parler seulement d'un seul morceau de l'Empire des Nains. On va vraiment parler que d'une seule même grande bataille, hein, qu'on va se passer. Par contre, on va avoir beaucoup d'escarmouches, beaucoup de guerres
enfin de grands combats très très spécifiques de quelques centimètres, etc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la carte, qu'est-ce que j'ai foutu de la carte? C'est la carte, voilà, c'est ça. Hop, ici même. Donc, comme vous le voyez, l'Empire des Nains est en plein désarroi, bien évidemment. Enfin, en plein désarroi, non, pas vraiment. L'Empire des Nains, donc le Karaz-Angkor, les Karak nains, les forteresses naines, se préparent à la guerre de la fin des temps. Ils savent que ça va arriver. Thorgrim a rappelé, bien évidemment, les Ban, a rappelé les Tan, bien évidemment, et a préparé tout ce qu'il pouvait préparer. On sait que depuis quelques mois, Karakazul a perdu son roi et Torek, tête en fer, par un assaut des morts-vivants au niveau de l'arcade perdue de Valaya, assaut de Neferata, rappelez-vous bien. C'est depuis que les Slans ont fait joujou avec les continents que les nains sont dans la dèche. Oui, à peu près ça, on va dire ça comme ça. Et oui, je suis mort, nous dit Torek, exactement. On sait que Karazakarak se fait attaquer par des espèces de petites wags qui ne font que passer, mais on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Zufbar, aucune nouvelle. Et Karak Kadrin, plus tard. Ce soir, comme vous le voyez, on va se concentrer sur Karak au 8 pics qui, bon, on va pas se mentir, est véritablement en énorme chamboulement depuis déjà des siècles entiers. Ce nom de Karakoepic est peut-être l'un des plus représentatifs des nains dans Warhammer, des Skaven, des peaux vertes. C'est vraiment une des cités les plus connues, les plus célèbres, une des batailles légendaires les plus célèbres, voire même une des guerres, hein, tout simplement, les plus célèbres. La porte de Valaya, c'est 6 mois plus tard. Je m'en branle, voilà. Car on sait déjà ce qui va se passer pour Karakazul et les arcades perdues de Valaya. Parce qu'on a déjà vu le premier livre. Donc on sait déjà que le sud est foutu, de base. C'est la montagne, mais pas solitaire. En effet, c'est pas la montagne solitaire. On pourrait pas dire, ce n'est pas ça. Mais bon, Karakoepic se fait ravager, ou en tout cas devient vraiment submergé, ça se voit, de peaux vertes. Les peaux vertes sont appelées à la WAG de Skarsnik, et bien évidemment, ça fait des chamboulements dans les forces en présence sur la forteresse qui est à la fois contrôlée par les nains, la forteresse qui est à la fois contrôlée par les Skaven, qui l'appellent la cité des piliers, et bien entendu les 8 pics qui sont contrôlés là aussi par Skarsnik. Ça va être un sacré bordel sous la montagne. Est-ce que tu as oublié les scénaristes de la fin des temps? Il pleut beaucoup ce soir, je trouve. Oui, un petit peu. Ouais. Et Karakadrin. Eh ben oui, Karakadrin, justement, c'est juste le LOL. Voilà, c'est juste le LOL. On en parlera plus tard, plus tard, le livre, plus tard. Attendez le chapitre, ça sera drôle avec Karakadrin. Donc Karakoepic sent la tempête arriver, sauf qu'à Karakoepic, c'est pas n'importe qui s'y trouve. Il y a 3 grands noms hein, qui se trouvent à Karakoepic depuis déjà quelques années, plusieurs années même. Bien évidemment, vous avez le véritable seigneur des 8 pics, en tout cas c'est comme ça qu'il s'appelle, Skarsnik, le seigneur de guerre gobelin de la nuit et son fameux gobelin Gobla, voilà, son fameux Squig, pardon, Gobla. Champion des embuscades, ayant au moins toujours 5 coups à l'avance par rapport à ses adversaires, un simple gobelin de la nuit qui est un seigneur de guerre. Jamais ce n'est arrivé à une telle échelle sur le monde de Warhammer. Certes, Gromlapan, c'était un gobelin qui a réussi à dominer les orques pendant un temps, mais parce que tout simplement, il était devenu mutant avec sa viande de troll avalée. Celui-ci, ça reste Skarsnik, aussi petit que Wislar, exactement. Il est très malin, très malin, extrêmement vicelard, et il a plusieurs coups d'avance sur ses ennemis. C'est un peu Karakoepic, c'est un peu le Octarius de Warhammer, peut-être celui des 3 qui en sort, le reste du monde va flipper. Peu importe celui des 3 qui en sort, le reste du monde va flipper. Ouais, on pourrait dire ça, Guin, ouais, ça serait un peu... Ou ça serait un peu Armageddon, quoique non, c'est pas trop Armageddon. Quoique si, hein, il y a un peu plus d'orques quand même, Armageddon. Enfin bref. Il vit dans les trous et les orques ne peuvent pas rentrer, oui c'est vrai.
Il s'est fait un collier de barbe, là. Oui, oui, il y a un collier de barbe naine, hein, si vous regardez bien. C'est du Skarsnik, ça. Voilà. C'est du swag spawn. Salut, Pépé, j'espère que tu vas bien. Donc ça, c'est l'un des grands prétendants au trône de Caraco Epic. Et vous l'avez bien compris, il dirige les peaux vertes qui assaillent, bien évidemment, ce territoire. De l'autre côté, bien évidemment, vous avez un des seigneurs de guerre les plus craints, les plus puissants, les plus ravageurs, l'élu du clan mort. Attention, ce n'est pas le chef du clan guerrier mort MORS, il est son plus influent chef de guerre, il est même le plus puissant des chefs de guerre, à la botte du maître du clan. Il reste donc soumis à quelqu'un d'autre plus fort que lui. À Creuse-les-Terriers. Hein. Creuse-les-Terriers, c'est le seigneur du clan mort, seigneur de clan guerrier. Vous ne le connaissez pas, hein, ce clan mort, si vous suivez seulement les Skaven de base, donc Scryer, Mulder, Pestilien, Eshin. Celui-ci, c'est un clan guerrier, c'est-à-dire qu'il possède énormément de troupes militaires, des guerriers des clans, des vermines de choc, et en fait, il a tellement de monde qu'il le file aux autres et qu'il domine et égale même parfois, qu'il domine parfois et égale souvent les clans majeurs, comme on dit, donc les clans Pestiliens, Scryer, etc., etc. Donc vous vous rappelez quand on parlait que le clan Pestilien, il avait tellement de troupes militaires sacrifiables d'esclaves qu'il ne regardait pas les pertes. Ce clan-là, il en a plus. Ah Est-ce qu'il fait partie du Conseil des 13? Alors, Quick, non, mais son chef, oui. Son chef, le seigneur Creuse-les-Terriers, fait justement, lui, partie du clan Mulder. Le clan mort qui a la particularité d'avoir des chefs de guerre fidèles pour des Skaven. Oui, entre guillemets, fidèles. Hein. Ronge Creuse-les-Terriers est au siège numéro 2. Ouais, c'est quelqu'un de très puissant. Hein. Il est infini plus 1, voilà. Leur partie campagne de cette histoire, même malade, j'affronterai dignement la fin des temps, gloire à Nurglitch. Ah, eh ben écoute, soigne-toi bien, mon champêtre. Mais il trouve où la bouffe? Ben, il y a beaucoup de nains et de gobelins à manger, justement. Et puis, de toute façon, c'est la fin des temps. Voilà. Le chef de Quick est côté Mulder. Non, Spawn, il est côté clan guerrier, justement. Les clans guerriers ne sont pas en raccord avec certains. Il est tout simplement du côté de tout le monde. Donc, en fait, le clan mort a tellement d'influence qu'il a dans ses rangs des membres pestiliens, des membres de Scryer, des membres de Mulder, des membres d'Eshin, parce qu'en fait, il a tellement de moyens et fournit tellement de troupes aux autres qu'il a suffisamment de pouvoir pour avoir tout le monde. Quand une unité d'esclaves ou de guerriers des clans est butée, elle revient full au tour d'après. Même vermine de choc. Hein. Depuis ma chambre d'hôtel, je ne pouvais pas manquer le destin glorieux des... Mais t'es où, Quentin? T'es en séminaire? Donc voilà, ça c'est le seigneur de sous Caraco Epic. Alors il dirige plusieurs citadelles, parce que Caraco Epic, pour l'histoire, je vais vous le rappeler juste après, mais c'est une citadelle, une énorme caldeira qui comporte plusieurs pics, les 8 pics. Merci Rastatet, merci beaucoup. Rastatek, pardon, pas Rastatet. Merci beaucoup Rastatek pour ton follow et bienvenue parmi nous. Salut Grumpy. Non, tu n'as rien manqué, je fais les présentations du casting. Et en face de tout ça, en face de Skarsnik, véritable seigneur des 8 pics, et en face de Quick Coupe-Tête, le seigneur de la cité des piliers, général du clan mort, vous avez l'un des nains qui a le plus de swag. Oh là 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 là, vous avez Papy Bellegarde, bien sûr, si beau, si charismatique, tellement apprécié de tellement de joueurs nains, ce seigneur. Vous avez donc Bellegarde, héritier du roi Lun, le dernier roi qui possédait toute cette citadelle. Il est revenu par vœu de récupération de Caraco Epic, et depuis des dizaines et dizaines d'années, il fait une guérilla sur place jusqu'à justement avoir, depuis la place centrale qu'il a réussi à reprendre lors de son arrivée. Il aurait plus la classe avec sa tête au bout d'une pique.
Ouh là 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 là. Palmarès de Bellegarde, mendier auprès de Thorgrim. Ok, je dis femme. Alors, véritablement, en effet, hein, sachez que Bellegarde a demandé des renforts en pleine fin des temps à Thorgrim, hein, bien évidemment. Donc, je vous mets un petit peu sous les yeux la répartition des forces, un petit peu à Karakovipic, bien sûr. Alors, c'est une répartition des forces un petit peu aléatoire, hein, entre guillemets. C'est pour, enfin, c'est pas aléatoire, j'ai recherché pour faire cette carte, mais c'est pour vous représenter les points chauds, les points dominants de Karakovipic selon la faction. Le vert pour les peaux vertes, le rouge pour les Skaven, et bien évidemment le bleu pour les nains. Il a vraiment un œil en moins. Non, mais je trouve l'artwork très très classe. D'ailleurs, on va faire un petit sondage hein, pendant 10 minutes, là, le temps de chauffer ça. Qui dirige Karak ou juste pour vous faire rager en fait, voilà. Donc qui dirige Karago Epic? Les nains, les Skaven, les peaux vertes. Voilà, ça comme ça. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? J'autorise les votes supplémentaires. Pour un seul Ungor de plus, donc un seul point de chaîne de plus, vous pouvez voter. Allez, c'est parti. On vote pour quoi? Bah pour qui dirige Caraco Epic. Allez-y les tricheurs là, allez-y. On vote tous, c'est dans le sondage. Tu ne me feras pas dépenser mes points aussi sournoisement. Mais si, mais si. Donc voilà. Ça y est, c'est parti pour les votes. Donc en gros, vous pouvez spammer tant que vous avez des points de chaîne en fait. Bonsoir Biflix, j'espère que tu vas bien. Donc voilà un petit peu la répartition des forces. Bien évidemment, les citadelles que vous voyez, donc ce sont les 7 citadelles des nains, enfin les 7 pics des nains qui sont représentés. J'ai 135 000, ça me fait pas peur. Oui, mais cliquez 17 000 fois, non merci. Bah c'est ça, Scar. Hein. Est-ce que tu es vraiment un joueur nain, peau verte ou Skaven? Regarde-les qui se chamaillent. Mais vous faites presque un tiers à chaque fois. Putain, vous êtes super fort. J'ai plus de corps qu'il y a de Skaven dans le clan mort, j'avoue. Donc là, vous avez sous les yeux les différents pics, justement des 8 pics. Karag Zilfin, Karagril, Karag Lune, Karag Nar, Kvin Wir, Karag Menar, Karag Rina et Karag Yar. J'ai raté beaucoup? Pas du tout. On est en train de présenter les forces en présence. Les gagos faire 1000 à chaque. On peut faire cliquer 1000 fois 1000 personnes, mais on peut pas faire cliquer une fois 1000 personnes, j'avoue. J'ai envie de soutenir les nains, mais là. Et là, mais là, vous votez, mais comme des bourrins, en fait. Tu mérites 10 000 cas de rancune pour ton sondage. Mais non, c'est le but de Caraco Epic, c'est vous trichez. Et regardez comment vous vous tenez à 33%. Hein. C'est dingue les stats, quoi. C'est dingue, pardon. Bref, donc ça, ce sont les forces. On est 100, mais il y a 5000 votes. Ouais, j'avoue. Ouais, je vois les tricheurs, Synode, hein, je les vois. C'est plus le spam clic gauche, ouais, j'avoue. En même temps, c'est ça l'ambiance de Caraco Epic. Si vous n'êtes pas prêt à subir à ce point-là Caraco Epic, vous n'êtes pas prêt à suivre ce que je vais vous dire là. Hein. On peut refaire le sondage après le livre? Ouais, pas de soucis, Scar. Promis, on le refera. Vu comment on tourne la fin des temps, je dirais que c'est Morati qui dirige Cargo Epic. Mais pas encore. Qu'est-ce que c'est que cette chat? Stop the count. Ah non, c'est parti pour 10 minutes. Hein. C'est parti pour 10 minutes. Donc, remettons un peu dans le contexte quand même le reste de cette guerre. Comment elle se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant cette guerre? Et pendant ce qui se passe dans le monde, véritablement. Donc, Caraco Epic, j'ai des crampes, j'en me donne. Voilà, on va voir qui est endurant. Tu paries que les nains, là, ils vont rien lâcher. Hein. Regarde la V1 de Lungrim Lungor.
Encore actif jusqu'à Caracazul. Quoi? Je ne laisserai pas les pauvres verts gagner ce sondage de la honte, j'avoue. Je suis un gros branleur, moi, comme les nains. Bien vu. C'est une question de principe. Oui, non, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Vous allez juste vous maintenir à 34% pour être sûr de ne pas vous faire doubler. C'est bien, les nains, c'est bien. Donc, Caracoïpic échappe pas, bien sûr, à tout ce qui se passe dans le monde, bien évidemment. L'Empire des Nains, même, n'échappe pas à tout ce qui se passe dans le monde. Et pour vous résumer, en fait, ce qui se passe, parce que, franchement, sur les 40 pages du chapitre, il y a une espèce de remise en contexte de qu'est-ce que c'est les Skaven, qu'est-ce que c'est les nains, qu'est-ce que c'est les peaux vertes. Et encore, les peaux vertes, c'est très rapidement expliqué parce qu'ils sont, je rappelle bien, qu'ils sont totalement oubliés, hein, les peaux vertes, pendant la fin des temps, ou presque. Pardon. Je gagne encore plus vite que je les dépense. Le fait est que le sortilège, rappelez-vous, je vous rappelle bien qu'il y a le sortilège des Skaven, les prophètes gris qui se seraient murmurés par les Verminlords qu'ils ont invoqués, les Verminlords ultimes, les Verminarques ultimes. La lune, Morslib, s'est rapprochée du monde. Ça, c'est un fait, par contre, vu que ça commence à l'automne 2523. Donc, ça a déjà commencé le sortilège et les chutes de météores commencent à frapper le monde. Elles ont quasiment toutes été déviées par les hommes lézards, donc ça prévient l'invasion en Lustrie, mais ça n'a pas échappé bien sûr au royaume des nains, bien évidemment. Les nains ont compris que la lune du chaos devient de plus en plus grosse, de plus en plus dangereuse. C'est quel vent de magie, la magie Skaven? Ben, c'est le leur, Triolet. C'est le leur, la magie Skaven. Alors, il faudrait que je ressorte mon livre Tempête de magie pour te dire. Alors, bouge pas. Alors, selon le livre Tempête de magie, les Skaven. Alors, la peste, parce qu'ils ont le sort de la peste et de la ruine, donc tu as un domaine de la vie, la peste, hein, bien sûr. Tu as le feu, et je crois que c'est tout. La vie et le feu, ouais. C'est en lien avec la vie et le feu. Voilà. C'est quel livre? Ça m'intéresse. C'est celui-là. Tempête de magie. Il est disponible sur le Discord. Hein. J'ai failli faire tomber Malekith. Donc, merci Web, merci beaucoup pour ton Prime. Merci d'avoir choisi cette chaîne. Merci, c'est pro, avec plaisir. Donc, les nains, et bien entendu tout ennemi des nains, bien sûr, ressent la lune du chaos qui grossit. Bien évidemment que Quick-Couptet, seigneur du clan mort, ne va pas laisser passer une occasion pareille. Il ressent, et de toute façon, il a l'ordre, hein, parce que s'il y a bien évidemment le sortilège qui a commencé des Greyseers, donc des prophètes gris, ça veut dire, hein, qu'il y a bien une place à pourvoir au Conseil des 13, ce qui lance toute cette invasion Skaven dans le monde, tout simplement pour avoir une place au Conseil des 13. Je rappelle juste que les nains sont en train de perdre le sondage de la triche. Hein. Les Skaven sont en train de le gagner comme par hasard. Et donc, on fait un petit live peinture dimanche. Ah bah non, Champette, je ne bosserai pas ce week-end parce que j'ai pas envie. Je suis en repos ce week-end parce que j'ai bien carburé sur les productions. Et vous savez ce qui se passe pour les Skaven? Pour le clan mort, qui... vous vous rappelez, hein, je vous parlais des effectifs des Skaven. Le clan mort reçoit des renforts. Mais quelle indignité ce chat, ouais, j'avoue. Ah, vous n'arrivez pas à rattraper les nains, je suis désolé. Le clan mort... Oui, pardon. Dans le sondage aussi, ouais, j'avoue. Le clan mort reçoit des renforts pour envahir Caracoépic. Parce que même si dans le contexte de base, le clan mort est l'un des plus nombreux, un des plus violents au corps à corps, l'un des plus guerriers, ils n'arrivent pas à battre les nains ni les gobelins de la nuit. Et en recevant ces renforts, le clan mort a des
technomages qui se rallient à lui. Énormément de technomages avec des bombes utilisables à distance, chose qu'on a assez vu, hein, les espèces de trucs explosifs. Alors, normalement, dans le monde de Warhammer, hein, pour les Skaven, on connaît mieux les trucs explosifs à retardement. Hein, tu vois, tu mets un minuteur, puis tu fais péter. Mais pas des trucs coordonnables à distance. Voilà. Là, apparemment, les technomages arrivent avec des bombes qu'ils peuvent eux-mêmes déclencher quand ils le veulent. Alors, ils le raccrochent à un sortilège, on peut comprendre ça. Je vous rappelle que les technomages mélangent technologie et magie. À quoi ça sert d'avoir des renforts quand tes troupes n'arrivent déjà plus à rentrer dans les tunnels? Ben parce que tu as des nouvelles techniques, parce que d'habitude le clan mort c'est esclave, guerrier des clans et vermine de choc. Donc c'est du corps à corps. Là tu as de la magie, tu as de la technologie qui arrive, etc. Tu as le clan Mulder qui arrive avec des Raok, des abominations de Malfos. Tu as le clan Scryer qui arrive avec ses fameuses bombes scénaristiques. Que vous allez bien comprendre que c'est pour avancer le scénario. Et elles arrivent avec les Jedi, elles arrivent avec beaucoup beaucoup de choses. Et bien évidemment, les clans Ishin arrivent avec les coureurs d'égout, les coureurs nocturnes, les assassins, bien sûr. Et les clans pestiliens, non. J'ai dit qu'il y avait les clans pestiliens, pardon, mais il n'est pas là. Il est entièrement parti, hein, bien évidemment, au niveau de la lustrie. Des pièges à rats posés par des rats, on pourrait dire ça. Après, c'est pas une grosse triche de Scryer. Non, 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 c'est pas une grosse triche de Scryer. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc ça, c'est les renforts des Skaven. Ça me va la rancune, très bien. Oh là là, les nains sont en train de tenir bon, mais ils n'arriveront pas à gagner, je pense, contre les 40% des Skaven à la fin du chat. Ce chat de la triche, quand même. Donc, vu que Karakoypik n'avance pas, c'est une bataille qui n'avance pas. Les Skaven gagnent le sondage et le sondage le sondage dénonce Darklem. Darklem qui a mis 1485 clics. C'est pas vrai. C'est pas... 1485 points de chaîne. C'est pas vrai qu'il dit. Voilà, vous l'avez, votre immense tricheur de la soirée. Il faut recompter. La vermine est nombreuse, le fou furieux. J'arrive, je constate une fraude, je repars. C'est ça. C'est visible, j'aurais dû scripter. Mais comment il l'a fait? Bah, il a pas arrêté de cliquer. J'aimerais bien savoir, j'ai dû mettre au moins 1300. Stop the count. J'ai mal à la main pour les Skaven, carrément, Alex Drake. J'ai 2 PC. Pardon, mais ça me fait extrêmement rire. 2 ou 3 clics secondes. Bah, avec 2 PC, oui, ça marche. Oui, alors je vous disais. Karakoypik, c'est une guerre qui n'avance pas. Les Skaven n'arrivent pas à gagner, les nains n'arrivent pas à gagner suffisamment longtemps, et les peaux vertes, pareil. Ce qui fait que le scénario, il avance. On est à la fin des temps, et comme vous l'avez compris, la fin des temps, elle est là pour arrêter définitivement le jeu. Ce qui fait que si c'est les nains qui gagnent, ça sert pas le jeu. Que ce soit les nains qui gagnent. Mais s'ils gagnent, ils seront tellement affaiblis que voilà, que derrière ça changera pas grand chose. Donc ils ont quand même leur mot à dire, mais ça veut dire que Karakoypik va avoir enfin son gagnant. Comme vous l'avez vu, les renforts n'arrivent pas que pour les Skaven. Les peaux vertes ont un renfort colossal qui arrive de partout. Presque aussi nombreux, et même pas presque, aussi nombreux que les Skaven. Je vous rappelle que Warzag a lancé l'appel du champion de Gork et de Mork, et Skarsnik semble être l'un des 2 champions des dieux des orques et gobelins, étant donné que l'autre, on ne sait pas où il est. Grimgor a disparu depuis quelque temps. Mais si vous regardez bien, il y a aussi un autre trait qu'on aperçoit, un trait bleu.
Et ce trait bleu qui vient de l'Est, eh bien, c'est un renfort pour les nains. Les nains reçoivent un renfort inopiné, incroyable, un renfort qui va leur coûter très cher en or, en argent et en bouffe, car Bellegar décide, vu les renforts beaucoup trop nombreux que reçoivent ses ennemis, il décide de fermer les yeux sur des rancunes du livre des rancunes des nains et accepte, contre un prix colossal d'or et d'argent, l'aide de Golgfag, mangeur d'hommes, ainsi que ses ogres d'élite. Ouais, on ne sait plus trop, Baragvar. Véritablement, le coût monétaire est excessif, beaucoup trop excessif pour avoir ces renforts. Bellegar le sait. Le déshonneur frise sa barbe et sa moustache, bien évidemment, car je rappelle que Golfag a tué des milliers de nains dans son histoire, mais Bellegar n'a pas le choix. Il accepte dans ses rangs, mais par ce fait, il gagne une puissance colossale de corps à corps et de bourrinisme dans ses armées. Donc il reçoit vraiment une armée intégrale d'ogres d'élite. Alors qu'il suffisait de leur promettre de les laisser bouffer tous les rats. Alors malheureusement, ça ne suffisait pas parce que, en fait, il y avait de quoi négocier rien qu'en bouffe avec les ogres, sauf que Bellegar a quand même demandé officiellement, enfin pas demandé, a imposé officiellement à Golfag la permission que des nioblards entrent à Karakowipik. Parce que je vous rappelle que les nioblards, ce sont des peaux vertes. Les nioblards font partie excessive, bien évidemment, de la vie des ogres dans leur milieu. Ils sont dans toutes les armées. Golfag, même on dit que dans ses troupes de base, il n'a que des nioblards. Le reste de son armée, ce ne sont que des mangeurs d'hommes. Donc, quand on lui a refusé l'accès de ces nioblards, eh bien, il a demandé 100 fois plus pour rester sur place, parce qu'il devait se séparer de ces nioblards chéris qu'il adore. Et Bellegar a payé pour ne pas avoir les nioblards dans les armées, mais que les ogres viennent le rejoindre. Et il a tout de suite compris que les ogres, lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient full de bouffe parce qu'ils avaient bouffé en fait l'intégralité de leurs nioblards. Voilà. Donc en gros, il a payé pour rien, mais parce que voilà, Golfag voulait de l'argent. Et donc, comment faire avancer le scénario quand tout le monde reçoit des renforts? Comment tu fais? Comment tu fais quand tu sais que Skarsnik possède 7 des cités, 7 des pics de la cité? Quand tu sais que tout le dessous de la cité et certains des pics qui sont en éternelle guerre avec les peaux vertes sont dirigés par les Skaven et que tu n'en as qu'un seul, la fameuse tour d'argent, la corne d'argent, Caragril, qui est tenue par les nains, totalement emmurée, totalement protégée derrière des pièges, des charges de démolition, bref. Tout est prêt pour l'assaut. Merci beaucoup Ectezo pour le 15e mois de sub. Comment tu fais pour faire avancer la guerre? Moi je dis tu fais tout péter. Eh bien Scar, c'est presque un spoil, parce que c'est ce qui va se passer. Salut le vrai Snoof, j'espère que tu vas bien. Les Skaven décident de piéger la montagne entière. Ils piègent principalement les 7 pics où il n'y a pas les nains. Heureux d'être parmi vous. Ah bah, merci, avec plaisir. Salut Ectezo. Le fait est que les Skaven piègent toutes les montagnes, tous les pics, sauf celui des nains, parce qu'il est trop bien défendu, et que de toute façon, ils veulent concentrer leur guerre contre les nains. Et ils essaient, en fait, de tout faire péter pour définitivement détruire les peaux vertes. Avec de la chance, ils vont buter Skarsnik, et avec la coordination de la technique du clan Scryer, ils vont arriver à tellement blesser les peaux vertes qu'une vague énorme de Skaven arrivera à tous les tuer. Spoil ultime, les Skaven se piègent eux-mêmes et s'explosent comme des glandus. Mais non, mais ça c'est fini, tu sais, le temps où les Skaven, ils étaient en guerre interne et où leur machine ne fonctionnerait pas. Alors attention, je suis mauvaise langue, bien sûr. Évidemment qu'il y a dans ce plan des choses qui ne vont pas se passer comme prévu, parce que c'est quand même les Skaven, c'est la base de leur lore.
leur technologie est aléatoire. Pareil, des trahisons, pas de trahison, aucune importance. Ah, je vous assure, ce chapitre, tu le lis, tu fais, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Bref, les Skaven attendent le bon moment pour déclencher leur bombe sous les ordres, bien évidemment, de Quick Coupe-Tête, qui a reçu l'ordre, bien évidemment, de Creuse le Terrier, donc le seigneur du clan mort, de gagner la guerre le plus vite possible, revenir en tant que héros et avoir une nouvelle place en plus sur le Conseil des 13. Bien. Cependant, il faut bien mettre en place le fait que les Skaven ne sont pas tous alliés. Donc le roman nous fait vivre des petits moments. Merci Champipo pour le follow, bienvenue parmi nous. Le roman nous fait vivre des petits moments en lien avec un personnage dont on n'en a rien à foutre, littéralement. Ah, attendez, hein, je retrouve son nom parce que bien sûr c'est un random, hein, il n'est pas nommé. Il s'appelle... Voilà, il s'appelle Cranscrit. Ou Cranscrit. Et ce petit Skaven, Cranscrit, c'est un prophète gris. Et je rappelle que les prophètes gris ont perdu tout leur pouvoir. Et il y a, à part les 50 qui font leur incantation pour faire tomber la lune, les autres, ils sont en maraude et chassés de tout le monde. Et Cranscrit, il va être le Skaven dans l'ombre. Celui qui fomente les attentats et qui fait les coups de pupute dans le dos. Parce qu'ils n'avaient aucune autre idée de faire ça avec tous les autres personnages qu'il y a chez les Skaven pour ce scénario. Ils font venir un random et ce Skaven, c'est le Drusala des Skaven. Ah, non. C'est juste un prophète gris. Hein. C'est juste un prophète. Et tu comprends que ce prophète gris, en fait, il se fait lui-même manipuler par un Verminarque. Par un Verminlord. Et ce Verminarque n'est pas le même que celui qu'on a vu sortir du cercle Ascarogne qui a lancé toute la remontada des Skaven. C'est vraiment le nom de son attaque, le coup de Moratti dans le dos, on pourrait dire. Ce qui fait qu'on a une espèce de on va essayer de ralentir le clan mort au bon moment. Laisse, je sais tout ce que tu vas faire. En gros, t'as vraiment. Alors ça me fait extrêmement rire. T'as vraiment le personnage donc du Verminarque, hein, qui est le grand méchant, bien sûr. Vous avez compris que les Verminarques, ce sont les grands méchants de l'histoire. Attendez, hein, je vous le relis parce que c'est juste tellement drôle. T'as le Verminarque. Voilà. T'as le Verminarque qui est en fait un don de préscience. Tu comprends que le petit prophète gris a invoqué ce Verminarque ou ce Verminarque est venu aider ce prophète gris parce que le Verminarque a un don de préscience. Il voit l'avenir. Et pas genre, il voit un avenir. Non. C'est marqué, le Verminlord voit l'avenir. Il sait tout ce qui va se passer. Mais il a un cheat code. Enfin non, il a un code pété. Il voit tout ce qui va se passer, sauf si un autre Verminlord entre en jeu. Ce qui fait que tu comprends qu'ils sont plusieurs, les Verminlords. Pas les Verminarques, mais les Verminlords. Tu comprends qu'ils sont plusieurs. C'est le self-insert de l'auteur de End Time. On ne sait pas, mais peut-être. C'est un Verminlord un peu spécial, il a 2 têtes d'oiseau et plein de plumes, non? Non, c'est pas celui-là, non. Ça serait dommage que les Skaven ne soient pas avantagés en même temps. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est moins bien que Kéros, alors. C'est débile, non? Bah oui, c'est débile, Quentin, mais c'est ça le truc. Et bien évidemment, alors je vous le spoil maintenant, mais parce qu'en fait, ça n'a vraiment aucune importance dans le roman. Parce qu'en fait, le moindre petit truc de traîtrise, tu sais que ça n'a aucune incidence sur l'histoire. En gros, Quick Coupe-Tête va être doublé par d'autres seigneurs de la fin des temps, de seigneurs Skaven,
Et Kranskrit en est un qui veut essayer de doubler Crit et doubler tout le monde pour prendre la place au Conseil des 13. Et tu comprends que son Verminlord, qui a le don de préscience, d'omniscience presque même, bah en fait, il va se faire lui-même doubler par le Verminlord qui a choisi de protéger qui? Un autre Verminlord qui protège Quick-Coup-Tête lui-même. Merci Idren, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Merci à toi. J'espère que tu vas bien, Idren. J'espère que ton stream s'est bien passé. Et tu peux nous en parler un petit peu, bien sûr. Et n'hésite pas à mettre ton lien, Idren, pour te rejoindre. Je vous invite, bien sûr, à aller lâcher le follow chez le copain Idren, bien sûr. It's end times. Voilà, c'est ça. Mais super cool. Ben cool, ça c'est parfait. Ben nous, on est en train de pleurer. Voilà. Bonne soirée, Jérémy. Il y a trop de Verminlord d'un coup. Bah en fait, tu comprends en effet, Torek, que les Verminlord sont venus en armée et bah, ils sont game breakers. Littéralement, ils sont game breakers. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'a balancé Idren pour aller lâcher un petit follow, ça vous coûte rien et ça fait du soutien aux streamers français. Donc, j'ai enlevé tout ce qui est voilà magouille d'Escaven parce qu'en fait, c'est vraiment que ça. Il y a de la magouille chez les clans morts, mais en fait, vu que Quick-Coup-Tête il est protégé par un Verminlord lui-même, bah, tu sais que ça servira à rien. Rétrospective White Dwarf. Ah, ça c'est toujours intéressant. Surtout les barbus qui pleurent de leur barbe ce soir. Ouais. Après, il y a 4 titres de Verminarch qui reprennent le trait des 4 dieux. Oui, c'est ça, Birmatiro. T'as le Verminlord style Gressir, donc Prophète Gris. T'as celui du Eshin, t'as celui du Pestilence. Et t'en as un autre, je sais plus lequel c'est. Enfin bref, c'est de la merde. C'est nul. Il y a un combat de Verminlord en fait. Bah, c'est pas vraiment un combat, c'est juste qu'ils se font des coups de pute entre eux parce que c'est des Skaven. Mais qu'au final, vu qu'ils servent le chaos, bah, tu t'en fous en fait de l'influence qu'il y a quoi. Donc, vu qu'ils sont dominés par des puissances ésotériques extérieures, les Skaven vont coordonner leur attaque parfaitement. Je répète, les Skaven vont coordonner l'attaque massive d'une cité naine entière parfaitement. Mais cependant, ça reste de la technologie Skaven. Donc, quand les bombes vont être déclenchées pour faire effondrer les montagnes et tuer tous les peaux vertes pour qu'il ne reste plus que quelques-uns à massacrer, et bien sur les 7 pics, des bombes vont péter partout, mais un seul pic va s'effondrer. Par contre, c'est pas n'importe quel pic, c'est celui de l'Est. Celui de la porte de la montagne du Levant, donc c'est Karagnar, qui va s'effondrer littéralement et fermer l'accès aux portes de l'Est. Parce que comme ça, hein, bah c'est bien pratique, comme ça il n'y a plus de renfort côté peau verte. Hein, parce que sinon, bah, on est bloqué à un moment. Hein. Et on nous explique que près de 1/3, la moitié des bombes n'a pas extrêmement bien pété, qu'il y en a certaines qui ont été bouffées par des squigs, les fils qui ont été coupés, qu'il y a eu des traîtrises dans les Skaven. Tu t'en branles parce que tu comprends tout à fait qu'à ce moment-là, les peaux vertes explosent. Même si seulement la moitié de leur bombe au Skaven est fonctionnelle, tu comprends que sur les 40 pages que tu lis, bah en fait là, les peaux vertes n'apparaissent plus. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Ce chapitre 13, il t'explique en 3 paragraphes, les bombes explosent, la montagne de l'Est s'effondre, Skarsnik disparaît, tout le monde pense qu'il vient de mourir dans l'éboulement, sauf bien entendu Quick-Coup-Tête. Quick-Coup-Tête qui, dans le roman, je le dis à voix haute, vous le notez pour plus tard, Quick-Coup-Tête qui espère qu'une chose, qu'il n'ait pas mort Skarsnik pour qu'il le tue lui-même parce qu'il le hait. Notez bien ce que j'ai dit pour le futur. Ce qui fait que les peaux vertes éliminées de la partie, ben les Skaven sont prêts. Voilà, ils n'ont plus qu'à foncer. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Ben des nains. Des nains qui sont dans une seule citadelle, totalement isolée. Et les Skaven ont tellement étudié le terrain qu'ils savent qu'il y a 39 accès à la citadelle des nains. Et si jamais ils arrivent à n'en prendre qu'un seul, ils ont gagné la bataille. Il n'y aura plus qu'à tuer tous les nains et à gagner.
Depuis quand ils savent faire des plans, les hamsters des labos? Bon, depuis la fin des temps. Coucou. Il y a 39 accès. Bah, en fait, il y a 39 accès cachés, tunnels tenus par les nains. C'est pas des accès, c'est des tunnels tenus par les nains, hein, Gimilzor. Donc, Bélégar, qui est un champion stratège, qui a survécu un temps incalculable contre 2 ennemis surpuissants, le mec a laissé 39 accès. 3 x 13, comme c'est pratique. Exactement, avec ta Jean. Donc, je sais pas, hein, vous autres les nains, mais vous autres les gros amateurs de Bélégar, excusez-moi, hein, mais est-ce que c'est pas un peu complètement débile d'avoir laissé 39 accès? Je sais pas, tu fais péter les accès, non? Parfait, maintenant qu'on a détruit 50% de la menace des nains, ils doivent être affaiblis. 50% des menaces des nains, ils doivent être affaiblis. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, je sais pas. Étrange, non, mais je sais pas. Ils avaient aquaponé en plein milieu, voilà. 39 groupes de 1, c'est bien. Bah non, on est d'accord, voilà. Diviser ses forces en 39 forces, c'est bien mieux que dans un seul endroit où tu sais où l'ennemi va arriver. Non, mais les mineurs étaient en grève. Ça va, 39, ça se gère bien. Sachant qu'on parle du gars qui reprenait la ville hall par hall et qui sécurisait tout. Hein, Sims legit. Voilà, bon, bref. Après, on va pas se mentir, le moment du roman, là, est glorieux. Véritablement, je vais pas vous mentir. Le roman nous explique l'assaut du clan mort contre les Skaven à partir de ce moment-là, contre les nains à partir de ce moment-là. Et il le résume, en fait, cet énorme assaut sur les 39 accès à Karak Oipik par la bataille du Hall du Jugement. Alors, le Hall du Jugement représente parfaitement, en fait, ce qu'il reste de Karak Oipik et de la citadelle naine, surprotégé, encore une fois, je le dis bien, par des pièges, par des mines, par des attrape-couillons, comme on dirait. Et là, vous avez en fait le descriptif d'une des fameuses escarmouches, comme je vous disais tout à l'heure, de l'assaut des Skaven qui va durer des semaines. Vous avez la porte de Bar Undak, qui est ici, pas de Barad-dûr, hein, qui est en Gromril, renforcée par des runes, etc. Et on nous raconte l'histoire d'un Tan nain qui est ici, avec son régiment de brise-fer et ses dregs de fer qui sont là. On sait que son régiment, ces 2 régiments ainsi que en fait, ses soldats, quoi, tiennent la porte de Bar Undak, qui est l'une des portes qui mènent dans la citadelle des nains. Attention, la citadelle reste encore très grande derrière. Mais tu sais qu'ils arrivent à tenir genre à la mode 300. Hein. C'est littéralement les thermopiles. Tu sais qu'ils tiendraient ici. Et bien évidemment, l'assaut va être totalement ahurissant. C'est le Vermintide. Hein. Littéralement, c'est des centaines de milliers de Skaven qui vont débouler non-stop pendant des jours entiers pour tenter de percer les lignes de Bélégar, vu qu'il n'y a plus le souci des peaux vertes. Et pourquoi on te parle du Hall du Jugement? Pourquoi on te parle de ce personnage en particulier? Parce qu'en fait, on sait que ce personnage, qui est totalement random aussi, hein, qui n'a pas de backstory, on sait juste que ça fait 30 ans qu'il se bat à Karak Oipik, le Tan qui dirige cet endroit. Tu sais que lui va subir le moins de pertes sur les 38 autres accès qui restent. Brise-fer qui tiennent et lance-flamme par-dessus. La killbox de l'enfer. C'est exactement ça. Et ça, c'est sans aucune fortification. Voilà pourquoi aucune forteresse naine ne tombe. Exactement. Et de plus, hein, ce qui est envoyé aux assauts pendant des semaines, c'est des esclaves. Rappelez-vous que le clan mort a reçu des renforts. Et le clan mort, en plus, est le plus nombreux des clans. Donc, c'est littéralement de la chair à canon qui est envoyée tout juste, simplement, pour fatiguer les nains. L'assaut est fait pour ça. Alors que Quick-Coupe-Tête, en fait, a eu l'ordre de gagner la guerre au plus vite, il a un second ordre, ça fait partie des magouilles que fait le prophète gris caché dans son coin. En fait, il lui ordonne une guerre d'usure par des faux papiers. Ce qui fait que Quick-Coupe-Tête se dit « Attends, mais il y a un problème, pourquoi on me dit une guerre d'usure alors que je devais faire une guerre rapide avant ?» Et en fait, tu comprends qu'il comprend un moment la blague et que ça changera rien parce que la guerre est déjà lancée, l'usure est déjà là. La technique est d'asphyxier les nains avec l'odeur de merguez cramée, voilà.
peu de napalm par-dessus la ligne de front et ça suffit à cuire du rat. Ah bah surtout de l'esclave Skaven. Hein. Pour l'instant, nous en Bretonnie, on se bat avec des arcs en bois et des fourches, donc bof. Ouais, j'avoue. Et en gros, on t'explique que les Thermopyles est vraiment représenté dans cette bataille. Les nains vont tenir assaut après assaut pendant les premières semaines, les premiers jours pardon, de combat, et vont même repousser parfois les Skaven dans la fosse sans fond, qui est ici, les faisant tomber par centaines de milliers, enfin par milliers, puis par milliers, etc. Et le Tan, au bout de plusieurs jours non-stop de combat, jusqu'à la première accalmie de l'assaut, qui va durer, je crois, une semaine d'assaut ou 4 jours d'assaut non-stop, le gars n'aura eu aucune perte dans ses brise-fer ou ses drakes de fer, prouvant que la citadelle naine est imprenable, que malgré le fait que les Skaven sont super nombreux, rien ne peut passer la détermination des nains. Et ça sur tous les fronts. Comment on arrive encore à circuler avec tous ces cadavres? Bah, surtout, n'oublie pas que les Skaven mangent leurs cadavres. Hein. Donc là, véritablement, on est sur une débauche de puissance des nains sur la défense qu'ils tiennent. Les Skaven sont surnombreux et ils envoient toutes leurs troupes de base se faire massacrer par les nains. C'est pas possible, dans une partie, on fait tomber des brise-fer. Oui, voilà, mais c'est pour montrer le lore. Ça, c'est le gars de la team qui était encore là dans la team, qui était joueur nain, qui avait non mais attendez, foutez-vous pas de ma gueule, quoi. On est des nains, quoi. On arrive à tenir contre de l'esclave. Pas de coup de poignard par un faux mort. Ben, en fait, Darker, dans l'escadron du hall du jugement, tu sais que dans le régiment des brise-fer, t'en as un qui arrête pas de gueuler après la première accalmie parce que son bouclier de Gromril a une éraflure ultra fine de 1 mm, mais il le sait et ça prouve que les Skaven ont réussi à blesser son armure et ça lui plaît pas. Mais dans ce camp-là, il n'y a aucune perte. Par contre, sur les autres portes, il y a d'autres pertes, bien sûr. Et Belegar n'est pas con, il sait ce qui se passe, ce n'est fait que pour fatiguer ses troupes. Merci Lady Room, merci beaucoup pour le 9e mois de Prime. Merci à toi de ton soutien. Bonne soirée Indred, merci beaucoup à toi. Merci encore pour le raid. Donc, ces assauts répétés vont se durer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, 1 mois, puis 2 mois. Les Skaven vont envoyer des centaines de milliers d'entre eux mourir pour rien. Les nains ne lâcheront rien, mais les nains auront des pertes au fur et à mesure que la guerre avance. Et ça, c'est mathématique. Pour une fois que c'est mathématique, s'il vous plaît. Ce qui fait que Belegar, ayant bien conservé les ogres en surprise pour le début de la bataille, depuis le début de la reprise de la guerre, même si Karakopic n'a jamais cessé d'être en guerre, Belegar, il sait que Quick prépare un sale coup, il sait qu'il ne faut jamais sous-estimer cet adversaire, et surtout pendant ces 2 mois de guerre non-stop, les peaux vertes ne font rien. Rien du tout, d'accord? Parce que justement, tout le monde, ils sont morts, ils ont été ensevelis dans la montagne, ils ont été enlevés de l'équation. Donc là, on est à la 30e page des 40 pages du chapitre. Peau verte à Karakopic? Non, ça n'existe pas. Juste des bombes, ça suffit à les tuer. Donc, on arrive au moment où Belegar prend une décision. Il utilise la faiblesse de toutes les armées de Warhammer. C'est la logique. Voilà, c'est ça. Belegar va vouloir gagner du temps et surprendre Quick à son propre jeu. Il sait que Quick connaît très bien les nains, c'est un tueur de nains. Il sait que son ennemi s'attend à ce qu'il reste en défensive et qu'il tienne le plus longtemps possible. Donc Belegar, il va tenter un coup de poker. Et ce coup de poker, franchement, je le comprends pas. Belegar, pour prendre de surprise les Skaven en se disant ils s'attendent à ce qu'on reste en défense, il va ouvrir les portes, une seule porte, celle qu'on vient de voir, celle du haut du jugement, et il va vider tous les régiments de tueurs qu'il a dans Karakopic, dans la citadelle naine, pour désorganiser les Skaven. Parce que les tueurs ne combattent pas en mur de bouclier, ils combattent en berserk dans les tunnels, pour foutre du bordel, et l'ordre que les tueurs ont,
tuer les chefs Skaven. L'excuse c'était ouais les tueurs ils ont envie de sortir. Ouais, mais non. La vraie raison c'est que les tueurs buvaient trop de bière. Ben, le roman nous dit que Bellegar prend cette décision parce qu'en fait il est un peu poussé par le fait que les tueurs voulaient sortir et il peut pas les tenir. Genre les tueurs en fait c'est des mecs de cornes, tu vois, tu peux pas les contrôler etc. Et les tueurs, c'est des assassins. Ouais, les tueurs, c'est des assassins, apparemment. Voilà. Pensez à promener vos tueurs pour qu'ils fassent faire leurs besoins. On l'aimait bien, mais il a agi sur un coup de tête. Les tueurs, c'est des ados difficiles, en fait. Ouais. Oui, non, mais Agin, ne spoil pas, s'il te plaît. Donc, en gros, Bellegar, alors après, dans le descriptif, ça marche, hein. Vraiment ça marche. Alors il y a des tueurs de démons hein, qui sont lâchés dedans, il y a vraiment des vénères hein, qui partent, des tueurs de démons, des tueurs de dragons, des tueurs de géants et des tueurs de trolls qui partent foutre le bordel chez les Skaven et ça va permettre à Bellegar de préparer son prochain coup et le roman nous explique, et de toute façon... Bellegar se mit à sourire, car il avait un autre plan prévu pour Quick. Retenez bien encore une fois ça. Il y a Gotrek dans l'eau? Non, il n'y a pas Gotrek, non. Jean-Claude Duss, donc sur un malentendu, c'est ça. Salut Adibou. Il a eu marre d'entendre gueuler et puer la graisse et de les a dégagés, c'est ça. Déjà 30 Gotrek qui restent enfermés avec des Skaven de l'autre côté. Oui, mais t'as une stratégie à suivre et les nains, question de suivre une stratégie, c'est pas les derniers, quoi. Bref. Les tueurs vont partir dans tous les sens. Ils vont certes tuer quelques chefs, mais les chefs ne sont même pas nommés. T'en as rien à faire de ce qu'ils font. Et bien évidemment, au fur et à mesure, les tueurs vont tous mourir, sauf quelques-uns. Où le roman te dit, attends, ils vont faire un caméo plus tard. T'inquiète pas. Et ce petit moment de stratégie disparaît dans les méandres, de la fin des temps. Ah non. Il n'y a que les tueurs qui sortent, Dracker. Tous les autres nains restent en défense. Non, c'est juste ça en fait. Et justement, on va avancer dans le temps parce que là on s'éternise comme le fait le roman, mais je suis désolé, j'essaie de suivre un peu le roman. Comment caricaturer des caricatures, c'est ça. Et en fait, on arrive au moment où justement, rappelez-vous, Quick Tête a mis fin à la manigance qui était contre lui, à ce fameux prophète gris qui disait « Mais non, je vais pouvoir le doubler ». Et en fait, tu comprends que le prophète gris est manipulé par un Vermin Lord qui peut voir l'avenir. Et tu comprends que le Vermin Lord avait tout vu, sauf le fait qu'il y avait un autre Vermin Lord qui protégeait Quick Tête. Bref, c'est du nawak. Jusqu'au moment où les assauts reprennent. Et les assauts sont 2 fois plus violents parce que le clan mort a été ressoudé vu que les traîtres sont morts. Parce que c'est vrai qu'avoir des traîtres chez Skaven, ça les affaiblit. Hein. Surtout là dans le roman au moment où on en est. Quoi. Et les nains commencent à se dire, bah en fait, ça va être foutu. Il va y avoir un problème. Et bien évidemment, une des portes va céder. Ou en tout cas, va devoir se replier. Et en fait, tu comprends que ça fait partie du plan de Bellegar. Le plan de Bellegar est en fait de faire paraître faible pour attirer les Skaven dans un grand hall où l'artillerie pourra parler d'elle, où il pourra lâcher sa puissance, c'est-à-dire en plus ses alliés ogres, pour prendre au piège, eh bien, Quick Coupe-Tête et tuer Quick Coupe-Tête. Incroyable. Et je vais avancer un peu parce que là ça fait déjà 1h15 et que finalement le roman n'avance pas, mais c'est pas moi qui le veux, hein, c'est le roman qui est écrit comme ça. Et c'est là que va se passer la bataille. Alors comment elle s'appelle la bataille? J'ai oublié. Merci beaucoup Asmaler, merci beaucoup pour ton réabonnement, merci beaucoup pour ton 2e mois. C'est la bataille
Voilà, la montagne, bon, Les montagnes se brisent. Bon, si vous voulez. Je mets assoupi. Désolé, Taloche. Donc voilà un petit peu les forces en présence. Je vous les montre parce elles sont quand même assez sympas. Les listes d'armées sont plutôt sympas. Il n'y a même pas un assassin Skaven qui a pu s'infiltrer pour éventer le plan et l'organisation des nains. Non, 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 Spo, non, non, non. Assassin Skaven, on aura bien mieux à la fin du roman. Oh là là, oui. Les montagnes me les brisent, j'avoue. Ouais. Donc vous avez Bélégar, vous avez son maître ingénieur totalement inconnu, Durgan Ventrefer, vous avez la confrérie de fer qui sont les marteliers de Bélégar, vous avez les haches de Nord qui sont ses guerriers brise-fer, vous avez les nattes de pierre qui sont ses longues barbes, et vous avez Golgfag avec ses mangeurs d'hommes. Et ensuite, vous avez le clan mort représenté avec, justement, comme vous le voyez, beaucoup d'unités de guerriers, hein, les fameux Skaven en armure rouge, les guerriers des clans, des lance-flammes, bien évidemment, des globadiers, des Jedi et la fameuse garde rouge, celle qui représente, bien sûr, Quick Coupe-Tête. Et avec cette image juste incroyable, voilà, de la déferlante des Skaven sur le piège au final de Bélégar contre lui. Alors, la photo que vous voyez sur le rapport de, enfin sur le, pas le rapport de bataille du tout, hein, pas du tout, sur l'image qui est à la fin de cette bataille, c'est l'image qui est à la fin du chapitre. Tu te dis, waouh! Ah mais en fait, les nains, ils ont complètement pris au piège des Skaven. Regarde l'image quoi. C'est waouh, c'est dingue. Ils ont fait un diorama au Warhammer World, j'avoue. Oh là là, regarde ça, les Skaven ils sont pris sur les flancs. En face, c'est que des bourrins, c'est juste incroyable. Là, c'est un énorme. C'est un énorme cependant. La bataille ne se passe pas dans un goulet d'étranglement pour prendre au piège les Skaven. La bataille se passe dans un des plus grands halls de la citadelle de Bélégar. Elle se passe dans un endroit où les nains ont mis toute leur force et même toute leur force ne sont qu'un 6e des forces Skaven. Donc bataille, race, campagne. Mais sous terre. C'est le fair play. C'est le fair play, hein, l'échec stratégique. Oh là là. Oh, putain. Si les nains font pas d'efforts aussi, non mais vraiment, ils veulent pas gagner. Parce que Bélégar est soudainement devenu débile, visiblement. Donc ça, c'est le début de la bataille. La bataille, Quick Coupe-Tête va tout faire pour balayer les nains. Sa puissance est phénoménale. En effet, vous l'avez vu hein, dans le descriptif, il y va quand même avec... juste je vous le remontre, voilà. Oups, pardon. Il y a quand même, je ne sais pas si vous avez vu les descriptifs, mais il y a 10 griffes de vermine de choc. C'est-à-dire qu'il y a 10 hordes de vermine de choc hein, sur cette bataille. 10 hordes de vermine de choc. D'accord ? Si vous regardez les effectifs des nains, c'est 3 régiments de marteliers, 1 régiment de brise-fer, 1 régiment de drake de fer, 1 régiment de longue-barbe. Voilà, 2 régiments d'arbalétriers, 2 régiments de guerriers, 2 régiments d'armes. Voilà, déjà, en faisant le total des régiments des nains, tu n'as même pas 2 factions Skaven. Voilà. Ça aurait été vachement pratique, les tueurs, à ce moment-là. Bah oui, hein. Mais non. Mais non. Et donc, la bataille va être extrêmement dure, à la fois pour les Skaven et pour les nains. Véritablement, elle est très dure des deux côtés. Pareil, vous voulez la lire, vous voulez la découvrir, je ne vais pas vous la détailler. Vous avez qu'à la lire, on a les fins des temps sur le Discord. Mais il va y avoir 3 faits ultra importants durant cette bataille. Le premier, c'est que les nains commencent à perdre la bataille jusqu'au moment où les ogres sont lâchés sur les nains. Comme vous voyez, les nains protègent une porte. C'est une porte d'accès pour, au cas où,
pouvoir se replier, mais c'est surtout une porte d'accès d'où sont cachés les ogres. Les ogres sont prêts à attendre le bon moment pour ravager les lignes des Skaven et donc prendre par surprise cet ennemi. C'était ça la dernière surprise de Bélégar, l'attirer dans une super grande salle et lâcher des ogres mercenaires sur eux. T'aurais peut-être pu aller à la salle d'après et faire popper les ogres derrière et le prendre en tenaille. Mais les ogres sont vraiment montrés comme une arme de destruction massive. Littéralement, hein, littéralement. Donc voilà. La bataille va prendre un tournant à partir de ce moment-là. Quand les ogres vont arriver avec Golfag, les Skaven vont commencer à perdre la bataille. Ils perdent la bataille surtout aussi parce que il y a le défi, bien sûr. Il y a le défi Quick Coupe-Tête et Bélégar qui se passe pendant cette bataille. Quick Coupe-Tête, étant pourtant le général de son armée, va plutôt se concentrer sur le fait de buter Bélégar, et c'est pour ça qu'il se fait surprendre un peu par les ogres. Le combat va être... alors, franchement, moi, je m'attendais à mieux en termes de combat. Tu comprends que tous les coups que fait Quick... je suis tellement rapide, à ce coup-là, je vais t'avoir. Ponk. Ok, ben alors à ce coup-là, je vais t'avoir. Ponk. À ce coup-là, je vais t'avoir. Ponk. En fait, t'as l'impression que Bélégar fait que se défendre et qu'il attaque jamais, ce qui m'énerve énormément. Et alors, je ne l'ai pas fait au début du stream parce que ça me saoulait, mais là, je vais le faire. Tu sais qu'au début du chapitre, Quick Coupe-Tête, il a sur sa bannière dorsale un nouveau crâne de nain et tu ne sais pas vraiment quel nain il a tué parce que, bah voilà, c'est Quick Coupe-Tête. Le mec, il a buté on ne sait combien de nains. Et en fait, pendant le défi, Quick Coupe-Tête va dire ah, ah. Et alors, tu te défends bien, t'es nul, ponk, ça marche pas. Tu as vu que ton peuple meurt, poum, ça marche pas. Eh ben, est-ce que t'as vu sur ma bannière? Eh ben, c'est la tête de ton frère que je suis allé tuer. Et hop. Et tu fais, mais mec, ça pourrait être n'importe qui. Et à ce moment-là, la magie! La magie du t'as vu, c'est la tête de ton frère, va énerver Bélégar. Il a un frère, Bélégar. Bah, apparemment, il a un frère ou un père. Non, il a un frère, je crois. Et Bélégar va tenter d'attaquer et ne fait plus attention à sa défense. Et Quick en profite. Et tu comprends qu'il arrive à rentrer dans la garde de Bélégar et à le planter au niveau du flanc avec son bec de corbin. Donc avec cette arme-là, hein, ça s'appelle Percenin d'ailleurs, elle a un nom. Et à partir de ce moment-là, Bélégar est blessé. Revirement de situation incroyable. Bélégar se fait transpercer sur le flanc contre Quick Coupe-Tête. En gros, le synode, tu as tout à fait raison. À ce moment-là du défi qui a duré vraiment plusieurs longues minutes alors que les deux que les deux factions faisaient face, tu comprends qu'il a perdu son premier PV, Bélégar, à ce moment-là. Et que Quick est encore full PV. Hein. Très bien. Et là, tu te dis, ok, donc ça m'énerve. Auteur, ça m'énerve. Fais quelque chose. Cette bataille m'énerve. Les ogres sont en train d'aider les nains et les nains sont en train de gagner grâce aux ogres. Hein. Littéralement, c'est décrit comme ça. Parce que les nains tout seuls, ils n'auraient pas réussi. Hein. Les ogres sont là pour les sauver. Quick Coupe-Tête d'un coup est en train de blesser Bélégar, incroyable. Mais en ayant blessé Bélégar, il voit que les nains sont en train de reprendre l'ascendant grâce aux ogres. Et Quick Coupe-Tête, qui est censé être là seulement pour buter Bélégar et arracher sa tête, décide de s'enfuir. Il décide de s'enfuir avec son armée, parce qu'il sent que les ogres sont trop forts et que les nains vont reprendre le dessus. Comme le dit le roman, il ne faut pas le dire deux fois à un Skaven de s'enfuir. Les Skaven vont commencer à s'enfuir. Cependant, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait 3 points dans cette bataille. L'assaut des ogres qui renverse la bataille, le défi où Bélégar est blessé. Et au moment où les ogres
poursuivent les Skaven, avec les nains qui poursuivent les Skaven aussi. Hein. Eh bien, le sol de la citadelle se lève. Oui. Oui. Le sol. Le sol, il se met à se lever. À des endroits, là, il fait ploup, 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 ploup. Et au milieu de la débandade Skaven, l'intégralité de la tribu de la lune crochue de Skarsnik attaque. Vive les squigs. Exactement. Mais qu'est-ce que quoi? Et c'est le retour de Skarsnik, qui est bien sûr full PV, et il arrive avec l'intégralité de sa tribu. Toutes les lunes crochues, comme si elles avaient eu aucune perte. Mais vous étiez pas mort, espèce de connard! Inséré citation de Camelot, j'avoue. Merci White Sweet, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Oh le bordel! Full PV, full armée, c'est ça. Mais ils étaient où? Bah, ils étaient quelque part. Et justement, à ce moment-là, les gobelins donc attaquent, s'en prennent aux Skaven, et Skarsnik arrive au milieu de cette guerre totale, de cet assaut, de cette embuscade qu'il adore bien évidemment. Il sort de sous terre avec des squig broyeurs qui foncent de tous les côtés, c'est n'importe quoi, et il lâche un coup de sa hallebarde magique. Tu sais qu'il a une hallebarde qui fait des projectiles verts, hein, Skarsnik, et là tu te dis, oh là là, Bellegar est blessé, il est tout seul, il va le sniper, c'est la fin. Et Skarsnik tire en l'air et touche le plafond. La magie! Et là, tu te dis, ah bah ça c'est drôle, ça c'est Orc et Gobelin, tu vois, ça c'est Gobelin, le mec il a voulu se la péter et il a juste fait un truc en l'air. Cependant, à ce moment-là, tu comprends que tout est prévu à l'avance, car ce blast vert n'est pas raté, ce blast vert est un signal, et à ce moment-là, tous les ogres et Golgfag lui-même changent de camp et attaquent les nains aux côtés des peaux vertes. Execute Order 66. Dieu que je déteste ce passage. Ah là là là. Alors j'ai quelques questions. Nothing personal, guys. C'est très ogre dans l'idée de changer de camp. Golfag l'a fait plusieurs fois dans son histoire. C'est vrai que c'est peut-être le seul moment qui est loristiquement juste. Golfag est un mangeur d'hommes mercenaire qui est connu pour justement ne jamais être dans un camp et toujours choisir au bon moment. C'est une fin de tournage pour les barbus. J'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout. Sympa ce passage, nous dit Gargulk. Bon, plus qu'un portail du chaos qui pop au milieu du halve, et c'est bien non. Eh bien, Taloum! La magie! Tu ne crois pas si bien dit? Parce qu'à ce moment-là, bien évidemment, les nains se font défoncer une grosse partie de leur flanc, mais grâce à Bellegar, même s'il est blessé, reprennent reprennent une position de défense, bien évidemment, et commencent bien sûr là à battre en retraite et à reprendre la porte par où sont sortis les ogres pour sortir de là. Et les Skaven, voyant que les ogres ne les poursuivent plus, ont ralenti les nains et que les Skaven se font surprendre
par des peaux vertes et que les peaux vertes bloquent le passage de certains Skaven, Quick reprend l'ascendant en s'enfuyant le plus vite possible. Mais c'est là que le petit prophète gris que je vous raconte depuis le début prend en main une espèce de dernier carré Skaven de what the fuck, tu comprends rien, et lâche dans la mêlée le Vermin Lord. Donc le mec, il invoque un démon majeur au milieu de la bataille pour dire eh, regardez, maître Quick Couptet, je vous ai sauvé. Je vais terminer cette bataille en vous expliquant que Quick Couptet va s'en sortir, Skarsnik va s'en sortir, et Belegar va s'en sortir en faisant une retraite forcée avec son armée, qui est presque anéantie. La seule chose qu'on sait, c'est que Golfag, avec ses ogres, ou plutôt Golfag tout seul, voyant que ça part un peu en couille, que les nains continuent de combattre en se repliant, que les Skaven font popper des démons majeurs et que les peaux vertes font plein de saloperies, jettent des fanatiques n'importe où, etc. Golfag, qui vient juste de buter le maître ingénieur des nains avec un tir de pistolet ogre, où on te raconte que le tir de son pistolet ogre a fait un trou de la taille de 1,20 m dans le nain. Ok. Depuis quand les pistolets ogres font ça? Mais c'est pas grave. Eh bien, Golfag tapote un peu la sacoche. C'est un gros pistolet. Non, mais c'est pas un canon non plus. Je fais le même. Golfag, tu sais qu'à un moment, quand il voit tout le monde se battre, il tapote la sacoche qu'il a autour du bide. Et tu comprends en fait quel est le paiement qu'il a reçu de la main de Skarsnik lui-même pour trahir les nains dans la sacoche de Golfag qui s'en va. Hein. Golfag, là, tu sais pas comment il fait, mais tu sais qu'il quitte Karakoepik. Voilà. Donc si Golfag l'a fait, pourquoi les nains l'ont pas fait, etc. Enfin bref. La magie! Tu comprends que dans sa sacoche, Golfag, il part avec la couronne de Karakoepik. La vraie. Celle du roi Lun, qui était dans les mains de Skarsnik. C'était son paiement. Donc merci Golfag. Merci de cette apparition dans la fin des temps. Au moins tu as eu une apparition. Certains n'ont eu qu'une seule ligne dans le texte. Paiement legit pour justifier la trahison. Alors oui, pour un ogre, c'est un paiement legit pour trahir les nains. Ils n'ont pas de parole, hein, les ogres, hein, je vous le rappelle. Mais les nains connaissaient pas bien les lieux, c'est pour ça. Oui, c'est ça, Anne Kaldrim, c'est ça. Donc en gros, le chapitre, hein, je vous mens pas, le chapitre se termine comme ça. Le chapitre se termine comme ça. Golfag s'en va en mode cow-boy avec la couronne de Karakoepik et va quitter la citadelle. Les nains se sont repliés, mais ils ont quasiment tout perdu dans la bataille. Belegar est blessé et ils ont perdu 50, pas 50% que je raconte, mais ils ont perdu 70 à 75% de leurs troupes. Les Skaven ont été en déroute, mais vont se rallier au prophète gris qui est allié avec un Vermin Lord et que peut-être est aussi allié avec un Vermin Lord. Et Skarsnik s'est fait plaisir. Voilà, je pense que c'est le seul qui est l'or en fait là-dedans. C'est Skarsnik qui a fait son embuscade, qui n'a pas réussi à tuer les boss, mais c'est pas grave. Et je trouve que c'est le seul qui est logique en fait dans tout ça. Il a juste foutu son bordel, il a montré son assassinat, mais son embuscade l'a fait marrer, et tout va bien. Ce qui fait que tout ce qu'on a vu dans ce chapitre n'a servi qu'à une seule chose au final, blesser Belegar et faire que les nains sont maintenant trop faibles pour survivre. Et le 13e chapitre finit comme ça. C'était bien. Ah mais avouez, c'était bien.